C'est une fricassée de cabri aux champignons. Il y a du 4 épices, du cumin, il y a de la coriandre, il y a du piment de Jamaïque, ce qu'on appelle le bois d'Inde, il y a du poivre. C'est une fierté pour moi parce que la cuisine fait partie de notre culture. Et si notre culture est méprisée, ça veut dire que nous-mêmes, on est méprisés. 1800D, Guadeloupe. Il y a un combat qu'a fait entre l'armée à Napoléon et l'armée Guadeloupe. Et M. Césaire. J'écris en créole, hein? Je créolise des noms très influents. 2 femmes contre une multitude d'hommes. Vous devez, votre génération doit changer ça. C'est une obligation. Vous devez faire ça. C'est votre responsabilité. Quand on est mère, on apprend à connaître la vie des gens dans ce qu'elle a de plus personnel. Armand, où est-ce que je peux me mettre Oui, mais part et d'autre, merci. entrez, installe-toi là. Ce qui est sûr, c'est qu'en venant en revanche la Guadeloupe avec l'histoire qui est celle de l'outre-mer, je pense que ça a été une capacité de comprendre aussi les questionnements que pouvaient avoir des habitants venus d'horizons si divers. Sur les ateliers, diversité, la diversité, c'est un des grands principes que vous allez voir avec Cyril tout à l'heure. J'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, donc après je pense que c'est mon caractère personnel, c'est ma volonté, c'est vraiment mon objectif à moyen terme de rentrer et de développer la Martinique. Rappeler les hashtags de la soirée, les trucs, tu vois, on envoie sur Facebook, Instagram, Twitter et tout, etc. Effectivement, il y a des problèmes, mais les problèmes, c'est aussi des opportunités. J'estime que voilà, tant que vous êtes en vie, on peut défoncer toutes les portes. Puis voilà, quoi, c'est tout. Hélène, Ludovic, Tony, Lucien. 4 destins qui portent un point commun. Ils font partie de ces innombrables Antillais venus faire leur vie dans l'Hexagone, mais aussi 4 Français, au choix et au parcours différents. Lucien est arrivé de Martinique il y a des décennies pour se former. Cheminot presque toute sa vie, il est maintenant à l'âge où il pourrait retrouver son nid. Mais peut-il vraiment abandonner la vie qu'il a construite à Chambly ? Tony, lui, est un militant, infatigable défenseur de la culture créole. Guadeloupéen fervent, il avance sur une ligne de crête entre ses convictions indépendantistes et son rôle dans l'Hexagone de professeur de l'éducation nationale. Pour exercer son mandat de maire, Hélène, elle, va puiser dans sa culture guadeloupéenne des outils pour comprendre les différentes identités des habitants de Vaux-en-Velin. Ludovic est venu de Martinique pour étudier. Son objectif, retourner dans les Antilles pour entreprendre. À 30 ans, il est le représentant de cette nouvelle génération d'Antillais, prêt à tout pour développer leur île. 4 portraits, 4 histoires, celles de ces hommes et de cette femme qui vivent ce sentiment d'une île des Antilles si proche et si lointaine. L'histoire de ces habitants de l'Hexagone, les Antillais de la 3e île. Les Antillais de la métropole ne vivent pas majoritairement dans les centres historiques, mais dans les banlieues. D'après les démographes, un tiers d'entre eux habiteraient les HLM de l'Île-de-France. Alors l'histoire de ces Antillais de la 3e île se conjugue avec celle des banlieues françaises. Cette histoire a commencé à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Une commune restée célèbre, parce que c'est ici pour la première fois que les banlieues ont brûlé.
Vaux-en-Velin en état de siège. La nuit est tombée, le groupe d'intervention de la police nationale, le GIPN, est entré en action. Un jeune homme a été interpellé. Les hommes cagoules quadrillent la ville. Si le calme semble être un peu revenu, l'atmosphère reste très tendue. Les foyers d'incendie ne sont pas encore éteints et l'on craint de nouveaux regroupements dans certaines parties de la ville. Mais 15 ans après ces émeutes spectaculaires, les habitants de Vaux-en-Velin ont élu comme maire une exception. Hélène Geoffroy, 48 ans, originaire de Guadeloupe. C'était pour hier. Bonjour, ça va? Ça va depuis? Oui, ça va très bien, oui. Ce matin, Madame le maire doit traverser la ville. Alors en chemin, elle nous raconte comment Vaux-en-Velin s'est construite avec ses habitants. Fin des années 60, l'arrivée des grands ensembles qui amènent ceux qui étaient logés aussi dans des bidonvilles dans les alentours, plus ceux qui venaient des rapatriés d'Algérie, auxquels sont rajoutés les Espagnols, Italiens et Portugais, les gens qui venaient de la campagne tout autour, les gens les Antillais, les Réunionnais. C'est sur quoi? Ça va? Hélène profite de son mandat pour redessiner la ville. À Vaux-en-Velin, la Guadeloupéenne se fait bâtisseuse. Avec son équipe, elle rend visite au maître d'œuvre, directement sur le chantier de la mairie annexe. Je vous propose de passer à l'intérieur si vous le souhaitez. Vous avez là-bas le local associatif, la salle cristal. On reconnaît presque plus l'ancienne mairie. Dans ce quartier défavorisé, un peu comme aux Antilles, les services publics font le lien entre la population et les autorités. Donc la salle qui est ici, avec en partie fond, comme ça avait été demandé au départ, des placards. Mon futur bureau, c'est la ville associative. On va reparler de ce bureau, parce qu'après tous les élus vont me dire on veut un bureau comme là. On aura beaucoup de placards sortir. Il y aura bel équipement pour le sud. Hein. Il était temps. Bon, merci en tout cas pour cette visite. C'est très, très intéressant. De toute façon, on reviendra parce qu'on va aller jusqu'au bout, voir jusqu'à ce que la livraison fin août. Oui, aussi, tout à fait. Et jusqu'à fin août pour que. Ah oui, on va ouvrir. Ah, là, c'est autre chose. Malgré les doutes du maître d'œuvre, la mairie annexe devra être prête dans les délais. En bonne gestionnaire, le maire ne fléchit pas. Hélène Geoffroy est une élue volontaire, un peu à l'image de son parcours. Moi, je suis née dans l'Hexagone. Mes deux parents sont venus faire des études ici et ont commencé à travailler dans l'Hexagone. C'est l'histoire de beaucoup d'Antillais de la fin des années 60. Et puis, eux ont fait le choix de rentrer. J'avais 5 ans, ce qui veut dire que j'ai été construite, du point de vue de l'école et tout, en Guadeloupe, jusqu'au baccalauréat. Et puis, j'ai fait le même chemin après le baccalauréat, de venir faire des études. Retour à l'hôtel de ville. Parce que j'ai la délégation qui m'attend, un petit peu de retard. Entretien, c'est tout. Tu veux un café? Cet après-midi, Hélène Geoffroy reçoit dans son bureau les habitants de Vaux-en-Velin. Leur dîner est là pour permettre de pouvoir faire le suivi après, une fois qu'on aura échangé sur le sujet. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il y avait une question, c'est une question de logement au départ sur laquelle tu voulais qu'on puisse échanger. Ce qui étonne, c'est la proximité d'Hélène avec les habitants. Ouais, je veux bien. J'ai beaucoup de sujets, donc j'ai une petite équipe. Heureusement que j'ai Jean-Luc, il est venu avec moi. Non, c'est mon bras droit. C'est un bon fils, Jean-Luc. Ah oui, très bon fils. Il faut changer de mission. En 2001, je deviens adjointe au maire. C'est un moment important parce que c'est le moment où les partis politiques disent qu'il nous faut des femmes. Qu'ils les cherchent et qu'ils disent qu'ils ne vont pas les trouver. En disant les femmes ne voudront pas être là, elles disent qu'elles ont d'autres choses à faire. Et moi qui suis féministe, j'ai décidé d'y aller en me disant si on ne démontre pas qu'on peut exercer les mêmes rôles, pas la peine de les revendiquer. Hélène est polytechnicienne, une école plutôt réservée aux hommes et aux milieux favorisés. Alors elle s'habitue à faire mentir les statistiques. Elle est élue députée en 2012.
et devient maire de Vaux-en-Velin en 2014. Cette année-là, dans l'Hexagone, elles seront seulement 2 femmes noires à devenir maires. Je ne voterai pas l'article 2 en l'état. En 2016, le président François Hollande la nomme au gouvernement. Elle devient secrétaire d'État à la ville. « 2 juin 2016, Hélène Geoffroy redessine le territoire de Vaux-en-Velin. Le mât du Tarot, la cité des émeutes de 1990, est détruite pour être réhabilitée. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça nous fait un peu de la peine, mais avec la nouveauté qu'il va en avoir, c'est mieux. C'est un mal pour un bien, même si c'est une partie de notre enfance qui part avec. Ça va permettre de refaire de nouvelles constructions et de renouveler la ville aussi. Les quartiers où se sont écrites les histoires des Antillais de l'Hexagone s'effacent parfois du territoire. Créteil, dans le Val-de-Marne. Tony Mango a grandi dans la cité des Sablières. Il y a quelques semaines, les derniers parpaings du Grand Ensemble ont eux aussi été détruits. Alors une dernière fois, Tony vient dans les décombres se souvenir de son enfance. Je suis un Guadeloupéen qui a passé une bonne partie de sa vie dans les banlieues françaises et qui continue à vivre dans les banlieues françaises. Créteil est l'emblème de ces banlieues antillaises. Près de 10% de sa population vient des îles françaises des Caraïbes. Arrivé à l'âge de 10 ans de Cocoyer, une section du Gosier, c'est ici que Tony a fait l'apprentissage de la vie en métropole. C'était un quartier très très difficile. J'ai perdu l'un de mes meilleurs amis dans ce quartier-là. Il a été emporté par la drogue. Et il y a toute une génération sacrifiée. Toute une génération qui est partie à cause de la drogue, à cause de la délinquance. C'était un quartier très très dur. Et donc on était tous entre immigrés. C'était un quartier d'immigrés. Quelques familles antillaises, beaucoup de familles africaines et puis du Maghreb. C'est quand même des gens pauvres qui habitaient ici, qui vivaient ici. Nous étions tous pauvres. Ma mère était assistante maternelle, mon père était... c'était un manœuvre. Même pas un ouvrier qualifié, c'était un manœuvre. On est une dizaine de gamins. On chamaille tout le temps, mais on est une dizaine de gamins qui vivent ensemble. Donc ça nous a aidés à nous épanouir, quels que soient les endroits où on s'est retrouvés. Et puis, on était quand même bien imbibés de notre culture, donc on l'a transporté avec nous. Et on a recréé notre petit territoire guadeloupéen, on l'a créé dans ce quartier. Pour faire vivre ce territoire guadeloupéen en plein Créteil, Tony Mango a créé l'association Héritage. Dans une salle de la commune, il enseigne la langue créole. Espace, territoire, limite naturelle, artificielle. Ce petit groupe d'élèves va passer le bac option créole. Et ils viennent participer à un stage intensif organisé par Tony. La rue, lieu de pouvoir, d'accord, où le pouvoir peut s'exercer. Et pourtant, Nimoun dit, nous n'allons pas laisser le pouvoir à la rue. Il est le seul professeur à préparer officiellement aux épreuves du bac. Du coup, certains élèves viennent de loin pour participer à ce cours. Ce jeune homme, par exemple, arrive de Toulouse. Je me suis réveillé à 4h du matin, j'ai pris mon train. Je suis arrivé ici, il était 8h. Je ne pensais pas que préparer l'épreuve des créoles, c'était si compliqué que ça. Pouvoir, commander, responsabilité. Ce matin, ses travaux pratiques de philosophie sur un sujet d'actualité, la frontière. Ça, là, ça, c'est un espace. En territoire, qui c'est territoire, c'est là où là, nous allons travailler ensemble. Observer action et réaction.
Venez en pote. Observez. Entrez. Ok. Observez tous les deux. Observation. Hop. Ok. Qu'est-ce qui est passé? Un bousculé. Parce que vous venez qui est pression, qui est force. Oui. Résistance. Du bizarre, empêchez-moi d'entrer. Vous voyez, il y a des questions philosophiques, des questions humaines qu'il a posées là. Pour le déjeuner, encore un exercice pratique. A priori, c'est des choses de saison. Hein. Les élèves vont devoir préparer eux-mêmes une recette guadeloupéenne, le dombré. C'est juste de l'eau, du sel et de la farine pour faire les boules de farine. Et après, on met les ingrédients qu'on veut. Il y a de la nourriture qui ont sauvé les esclaves. Non, tu peux y aller là, tu peux au moins aller jusqu'au... Voilà, c'est bon. Et là, tu y vas. À l'huile d'olive. Rappelez, tu m'as pas plaisé, comment oh. Bon, hop. Là, tu vois comment ça commence à faire machiner. À une 60aine de kilomètres de là, c'est une autre recette créole qui a fini de cuire. Le fricassé de cabri, préparé par Lucien Charloton, est prêt à être servi. Ça va? Bonne fête des pères. Merci. Ça sent bon comme d'habitude. Alors? T'as dit bonsoir, alors? Bonjour, tonton. Dis les gens de s'asseoir pour Mais je manger. n'arrête pas de le Eh. là, on donne les assiettes pour les Asseyez-vous. Oui, on va s'asseoir. Mais- C'est le chef qui a dit, et le sous-chef a toujours raison. Le chef a raison et le sous-chef a préparé. Le sous-chef là. Pousse Jeanne. Et j'aime cette vie-là. Pour moi, c'est la bonne vie. La bonne vie, la belle vie. Les familles antillaises comme celle de Lucien sont nombreuses à Chambly dans l'Oise. Sur la commune se trouve le Moulin Neuf, un centre industriel de la SNCF, l'un des plus grands ateliers de chemin de fer d'Europe. Et dès les années 60, l'entreprise du rail est un employeur privilégié des Antillais venu par le Bumidum qui assurait la formation des ultramarins dans l'Hexagone. C'est comme ça que Lucien est arrivé à Chambly. En 1973, il quitte la Martinique pour échapper au métier traditionnel de sa famille. Mon père était agriculteur en Martinique. Il faisait de l'agriculture, la canne, la banane et également la culture maraîchère. Donc, ouais, c'était son métier. Hein. Lucien tient à nous montrer l'atelier dans lequel il a travaillé plus de 20 ans. Ici, c'était tout d'ici à là, il y avait la forge. Et moi, je travaillais de ce coin-là, ce secteur-là. Ça s'appelle le secteur soudure. Pendant 20 ans ici, ça a été vraiment quelque chose de super pour moi. C'est vrai, c'était vraiment, je voulais, comme on dit, on était une famille. Et pas comme maintenant, hein, c'était vraiment une famille de cheminots. Lucien s'installe dans la cité ouvrière et tisse des amitiés. Il devient même syndicaliste aux côtés de son ami Yves Cochard, qui aujourd'hui encore est son voisin de la cité du Moulin Neuf. Toto, monsieur Yves de Cochard. Eh bien, ça va, tu vois. Comment va Yves? Ça va? Ouais. Ça va? Ça va. Bonjour Daniel. Pendant des années, les deux copains ont milité côte à côte. Tiens, du coup, j'ai retrouvé ça. Ah, regarde, tu vois, il cherchait des photos. Dans cette nouvelle famille de cheminots, Lucien échappe au destin des Antillais qui vivent dans les quartiers défavorisés des banlieues françaises. Et la cité, quand il m'a amené, il me dit tiens, on va voir, il a vu qu'il y a le jardin, on fait des poules, on fait tout ça. Voilà. Eh ben, tout de suite, je suis resté là, et puis voilà, ça fait depuis 1975 que je suis. Oui, tu arrivé en 34 quand même. Voilà. Donc,
Et puis à l'époque, quand même, bon, Lucien est arrivé, il fallait le soutenir parce que je dis pas qu'il y avait du racisme, mais bon, ça s'apparentait des fois des réflexions à la fin, tout ça. J'étais syndicaliste aussi depuis que je suis arrivé à la CGT. Il a foutu le virus à Lucien comme c'était un bon blogueur. Ça a marché. Il y a 40 ans, Lucien a trouvé à Chambly une communauté professionnelle qui n'existe qu'en métropole. Mais il n'oublie pas pour autant la Martinique. Et c'est au centre du village que l'on entend retentir les voix antillaises de Chambly. Si les chants créoles s'élèvent de l'église de Chambly, c'est un peu grâce à Lucien Charloton. Dans un bâtiment de la SNCF, il a créé une association ultramarine. Des Martiniquais, des Guadeloupéens, mais aussi des Antillais plus jeunes, qui, eux, sont nés ici, dans la 3e île. On est tous d'origine des Antilles, mais il y en a qui sont, quand ils disent viens, nous on est venus de là-bas, mais il y en a qui sont ici. Je sais que tu parles toujours de moi quand tu dis ça. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal, faut le dire. Attention, c'est pas péjoratif, hein, c'est... très bien, mais tu... Voilà. On est là, c'est pour défendre la culture aussi, hein, donc qu'on voilà. soit né ici ou là-bas, voilà. qu'on soit né là-bas ou ici, bon, je me dis que c'est la même chose. C'est le même combat. Il faut vraiment montrer notre culture, il faut vraiment s'ouvrir. Je vois qu'on fait des messes en créole, en chant créole à l'église. Bah après, on vient nous voir, on nous dit c'est bien, les gens apprécient. Ils apprécient parce que la messe elle est plus vivante et puis aussi on s'ouvre aussi, voilà. C'est comme ça où il qu'on peut pas connaître parler français. À Saint-Denis, les chants créoles se font plus politiques. Nous sommes le 27 mai 2018, 170 ans jour pour jour après l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Tony Mango fait partie de l'association Choucage. Il organise un rassemblement sur le thème 170 ans et après. Nous avons un champ culturel qui est extraordinaire, puisque les esclaves se sont battus pour leur réhumanisation. Et cette culture-là, nous devons prendre toute sa dimension et lui donner la place qu'elle mérite, c'est-à-dire dans le cœur des Guadeloupéens. Même après 1848, donc il faudrait nous poser nos questions, marquer liberté, égalité, fraternité. C'est liberté pour qui monde, fraternité pour qui monde. Donc ces questions, les nous a dit et après, donc c'est toutes ces questions-là, ça nous a mis à terre. Question en moins, est-ce que Ney, il a considéré comme être humain? Parce qu'on nous et jusqu'à présent, est-ce qu'il a considéré nous comme des êtres humains? Le point commun de tous ces rassemblements culturels, c'est leur lien avec la mémoire de l'esclavage. À Chambly aussi, Lucien Charloton célèbre l'abolition de l'esclavage. Oh, avancez!
Le retraité, adjoint au maire de la commune pendant quelques années, a profité de son mandat pour faire de la date du 22 mai une journée de commémoration. On a failli avoir de la pluie cet après-midi. Hein. Oui, on a failli. Hein. Mais il y a des endroits qui n'y a plus. Hein. Le 22 mai, la fin de l'esclavage en Martinique. Mais à Chambly, toutes les communautés se rassemblent autour d'un spectacle qui fait participer les habitants. Ils ont été vendus sur la place publique. Et leur nom, désormais, esclave. Oui, esclave. Grâce à son mandat, Lucien a aussi obtenu que cette histoire antillaise devienne un monument de la ville. À malédiction. L'arbre, si vous voulez, c'est l'arbre de la liberté. C'est un arbre qu'on a planté parce que, si vous voulez, les esclaves, à chaque fois qu'ils partaient, ils plantaient un arbre. Et puis après, on a fait cette plaque-là pour montrer qu'à ce moment-là, qu'ils étaient libérés, que la chaîne est cassée. À Vaux-en-Velin, c'est jour férié. Le 8 mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hélène Geoffroy organise une fête républicaine bien éloignée de la mémoire antillaise. Et ce n'est pas un hasard si l'élu profite de cette journée pour rassembler tous les habitants de la ville. Continuons à nous souvenir, c'est l'enjeu même de notre cohésion nationale, à un moment où notre pays traverse tant de questionnements. Soyons sûrs en tout cas qu'ici à Vaux-en-Velin, en faisant mémoire commune, nous contribuons à rendre notre pays meilleur. Vive la République et vive la France. À Vaux-en-Velin, nous avons de nombreuses commémorations tout au long de l'année. Donc nous avons essayé de ne pas faire des commémorations qui soient uniquement des commémorations portées par ceux dont c'est l'histoire personnelle ou familiale. Comme par exemple quand on commémore le génocide des Arméniens, la fin de la guerre d'Algérie, l'abolition de l'esclavage, mais aussi le 11 novembre, le 8 mai. Ce sont autant de moments où tout le monde se retrouve et fait de l'histoire qui pourrait être celle de quelques-uns, l'histoire de tout le monde. Et c'est important si on veut faire nation commune et France commune. Un récit national commun qui ne suffit pas toujours à effacer les blessures nées de l'esclavage. D'autant que les Français sont peu nombreux à vivre cette histoire antillaise comme une part du récit national. Aujourd'hui, Tony Mango et les membres de plusieurs associations sont justement venus pour marquer les esprits et commémorer le mois de mai guadeloupéen. Une manifestation comme un symbole pour remettre la mémoire antillaise au centre de la place de la République. Nous avons besoin de monde pour supporter ce bandole-là. Parce que ça marque là, ça fondale pour nous. Donc est-ce qu'elles sont d'accord pour partager mission là, ça, la jeunesse avec nous? Ouais? D'accord. On va présenter les autres, mais il y en a pas là. Mais nous avons trouvé place pour les autres. Hein? Donc vous commencez là, et après nous trouvez place. Donc vous prenez là. Oui. Voilà, et toi tu te mets de l'autre côté. Le mois de mai est un mois particulier. C'est ce qu'on appelle mai, mois à mémoire. Des tas de combats ont eu lieu à cette époque. On a mai 1802, qui fait référence à la bataille des Guadeloupéens contre le rétablissement de l'esclavage. Ensuite, il y a mai 1848, qui fait référence à ce qu'on appelle en créole le déchoucage à l'esclavage. Et puis il y a mai 67, qui est aussi dans le XXe siècle, l'une de ces dernières dates où un massacre a été perpétré pendant plusieurs jours dans les rues de Pointe-à-Pitre et des Abîmes. Donc quand on pense à mai, on pense à tout ça en même temps. Vraiment en protection. Ok.
fait Guadeloupéen, une nation qui peut connaître l'État, mais une nation qui savent, qui chimère pour prendre pour dignité, qui chimère pour prendre pour l'espoir et pour l'honneur et responsabilité. En nous! L'autre côté qui est en chemin là. Ah, c'est eux qui m'ont demandé l'autre fois. Hein. Ouais, non, mais pas fait moi, nuit. Moi, je suis à vos ordres. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. On ne peut pas simplement se réclamer du pays des droits de l'homme et du siècle des Lumières et de ne pas voir qu'à côté de la lumière, il y a eu l'ombre. Et l'ombre, elle a duré des siècles. Et dans cette ombre-là, il y avait mes parents, il y avait mes grands-parents. Donc nous revendiquons cette affaire, nous revendiquons que notre histoire soit une histoire qui soit enseignée et qui soit reconnue de tous. Enseigner la mémoire des Antilles françaises, Tony Mango fait de cette transmission le moteur d'un engagement au cœur d'une institution républicaine, l'éducation nationale. Pani, yon qui fout bien décider quand il mettait dans le ciel, fermer ses robinets. Lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis. Tony Mango a troqué son costume de militant pour celui de professeur. Nous sommes à la fin de l'année scolaire et ses élèves de terminale vont bientôt passer le bac. Option créole. Un choix qu'ils ont pu faire grâce au combat de Tony. Faut marcher le temps, c'est pas marcher mon local. Un nous garçons. Malgré toute la cité là cela, mon loulouse pas oublié ni neuf l'année tigeuse. Dernier Ishlia ou Elimiejou. Neuf l'année. Ok, en Guadeloupe à présent. Moi, je suis Guadeloupéen qui est venu ça. Ah non, mais vous, pas de Guadeloupéen. Je suis pas Guadeloupéen. Mais non, mais c'est pas grave, vous, Haïtien. Haïtien, mais donc, tu fais Ramadan. Qu'est-ce que tu fais? On fait Ramadan. Eh, nous ne parlons pas les Français ici, donc. C'est en créole que dit mentir à mentir. En nous. Mon loulouse mettait quoi il a chanté, ainsi chanté douce, considéré en la brise. Ouais. La misère, c'est chien dent. En danger des moins, pas une pièce, les bas pièces, qualité, mauvaise aide. Pas une pièce, les bas pièces, qualité, mauvaise aide. Pas une pièce, les bas pièces, qualité, mauvaise aide. Ok. D'accord? Ça veut dire qu'il ne peut pas faire. Comment on va dire autrement? Il ne peut pas faire en d'autres gens, en l'autre genre, en l'autre manière, en l'autre façon aussi. D'accord? Donc, nous identifions ce texte-là, nous voyons son poésie. Dernière question, en les textes là, ça. Ce cours de créole dans un lycée public, cette épreuve au bac, est le fruit de l'engagement de Tony Mango et de quelques autres. Donc on a eu d'abord des courriers envoyés au ministère. Et au départ, on avait reçu des réponses négatives. On nous disait le créole ne peut être enseigné que dans les territoires où il est en usage. Et donc il a fallu prouver que le créole était en usage en France. Et ça on l'a fait par le biais de pétitions. On a dit, bon d'accord, ok, il n'y a pas de souci, on va faire ça. Et on a fait appel à toutes les bonnes volontés. Et puis, très très rapidement, on a eu des milliers de signatures. Et donc, on nous a répondu de manière positive. Depuis 2008, le créole est donc reconnu par l'éducation nationale. Pourtant, le nombre de professeurs est encore surprenant. Tout le territoire hexagonal compte un seul et unique professeur, Tony Mango. Plus qu'une fierté, c'est une passion. Enfin, je crois que je ne sais pas faire autre chose depuis très longtemps. Je vis, je mange, et je dors et je rêve créole. Pour qui raison vous avez décidé d'inscrire à dans classe créole là? Quand je suis arrivé dans ce lycée, quand on m'a proposé les options, j'ai vu créole, je ne pouvais pas refuser. Même ici, ça peut me permettre de me rapprocher un peu de mon pays, même des gens de mon pays. Donc. Et on a vraiment forcé pour pouvoir faire l'année dernière. Vous avez même changé les choses. Ouais, on allait voir beaucoup de fois le prof pour qu'il puisse nous mettre créole en LV2, donc passer l'espagnol en LV3. Et on a réussi au bout de longtemps, on a réussi à le faire passer en LV2. Même si le principal, il ne voulait pas de base.
D'accord. Mais après, il a accepté. Ouais. Donc vous avez un travail de militant, pratiquement. Ouais. C'est ouf, ça. C'est pas ma maman, c'est Et vous, Océane? En histoire, on n'apprend pas ce genre de choses. Mm. En histoire, on apprend plus l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Amérique. On n'apprend pas. Ouais, comment ils ont colonisé. L'Amérique, tout ça, mais on n'apprend pas genre la Caraïbe et tout ça. Notre D'accord. culture. Notre culture. Votre culture. D'accord. Notre identité. Sérieux, hein? Bac, gestion de temps. Gestion de temps. D'accord? Et surtout, consignes. Respect des consignes. Monsieur, manquez-nous beaucoup. Hein. Et on s'appelle après le bac? Oui, on s'appelle. On se fait un bucket? On s'appelle un bucket. Bucket party. Petit poche. Bonjour. Vous êtes tout beau avec vos casques. L'école gratuite, pour tous, est aussi justement au cœur du mandat d'Hélène Geoffroy, la mère bâtisseuse de Vaux-en-Velin. Nous sommes au mois de juin et l'équipe municipale enchaîne encore les visites chantiers. Elle vient constater la sortie de terre de la nouvelle école de la vie. Ah oui, on est en train de regarder là. Bah, c'est bien, ça avance et tout ça. Et là, là, on a déjà choisi les couleurs. Non, pas encore. On va choisir. Et là, on peut donner un avis alors tout de suite. C'est pour les couleurs intérieures. Les maternelles, c'est pas des chefs. Non, pour l'instant, non. Moi, j'ai choisi bleu, blanc, rouge. Allez voir. Nous sommes ici sur le chantier d'un grand groupe scolaire qui s'appelle René Bouvry, qui sera la première école neuve que nous livrerons dans le mandat, sachant que nous en avons projet 4 au total. Ce sera la première école construite depuis 40 ans sur la commune de Vaux-en-Velin. On fera petite enfance, on finira par petite enfance, c'est les salles de... Mais du coup, pour fin juin, au moment où finira, où l'année scolaire va s'achever... L'élémentaire, non. D'accord. Parce que voilà, c'est un gros chantier, c'est tendu. Non mais c'est magnifique, hein. C'est juste massif, enfin c'est imposant. On n'a pas l'habitude... Oui, ça va être un de nos plus gros chantiers. Bon, bah, belle visite, hein, madame, merci. Non mais ça avance. Quand vous partirez en vacances, vous pourrez partir tranquille. Je me recoiffe un peu, on vous rend le chapeau. S'élever par l'éducation, accumuler les formations et les diplômes pour dépasser les inégalités auxquelles sont souvent confrontés les Antillais. Prenez des forces hein, pour la dernière ligne droite. Merci. Vous devez avoir une image irréprochable, d'accord? Donc la veste, c'est pas forcément une obligation, quoiqu'en hiver, elle sera de rigueur. Ludovic Edmond a justement choisi ce chemin pour dessiner son avenir. Depuis quelques jours, le Martiniquais de 30 ans est retourné sur les bancs de l'école. Il commence le AJF, l'école des agents de joueurs de football. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça s'appelle un code du sport. La contradiction, l'opposition en droit, ce n'est rien d'autre qu'un fight, qu'un match au terme duquel il n'y aura pas de match nul. Le 0-0 en droit, ça n'existe pas. Il y a nécessairement un vainqueur et il y a nécessairement un perdant. Et vous serez les vainqueurs. Ludovic est déjà titulaire d'un master de marketing sportif. Son objectif, retourner en Martinique et mettre sa formation au service des jeunes de l'île. Ce que j'aime aussi dans le sport, c'est aussi l'axe éducative qui est selon moi très importante en Martinique au vu en fait des difficultés rencontrées par les jeunes. Le chemin de Ludovic est à contresens de celui de Tony, d'Hélène ou de Lucien. Sa route, c'est celle d'un jeune Antillais qui a grandi à l'heure de la mondialisation et des réseaux sociaux. Depuis 10 ans qu'il est parti de Martinique, Ludovic a vécu dans toutes les régions de France et même à Londres. Un parcours à l'image d'une jeunesse mondialisée en quête d'expérience. Depuis peu, Ludovic Edmond habite en banlieue parisienne avec sa compagne. Comme Tony Mango, Ludovic vient de la banlieue, mais la comparaison s'arrête là. La banlieue où a grandi Ludovic, c'est Trenel, près de Fort-de-France. Une zone qu'il n'hésite pas à qualifier de ghetto. Quand on dit dans le ghetto, c'est un peu la jungle en fait. C'est un peu la jungle parce que si vous êtes facilement influençable, ça peut aller très vite, quoi. Vous pouvez vous retrouver
à vendre de la drogue ou en prison. Ou... Voilà, quoi. C'est très facile de déraper dans des quartiers, dans ce type de quartier, quoi. À l'âge de 20 ans, sans un sou en poche, Ludovic s'envole vers l'Hexagone. Mais il garde un objectif, passer des diplômes puis rentrer en Martinique. Alors aujourd'hui, il s'engage auprès de la jeunesse ultramarine de l'Hexagone. Ce soir, Ludovic a rendez-vous dans un restaurant créole parisien. Ils sont une dizaine à se réunir au sein de l'association Jeunesse Outre-mer. Moi, pour moi, le débat, c'est faut-il obligatoirement, quand on est sur ces territoires, faut-il partir pour réussir, quoi. Moi, je pense qu'on n'a pas, souvent, on n'a pas le choix quand on a envie de faire des études. Dans certaines, on a une fac, par exemple, et évidemment, les cursus qu'elle offre sont limités. Je pense que partir, en fait, c'est pas le problème. On peut partir pour prendre des compétences, travailler, pour étudier, mais c'est aussi penser, en fait, au retour, accompagner ce retour. Il y a une génération de jeunes qui ont cette conception-là, cette idée en fait qu'il faut qu'on rentre pour participer. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui sont complètement en accord avec ce monde globalisé. Et qui, Après, il faut se le dire sans langue de bois, la question du retour, par exemple, le retour au pays, etc., c'est une histoire de petite élite. Hein. C'est pas un sujet c'est pas un sujet populaire. En tout cas pour la Guadeloupe et la Martinique, je sais pas s'ils utilisent ce terme en Guyane. Voilà, nous on nous appelle les négropolitains. Et donc on fait une distinction entre celui qui est parti et celui qui est sur place, quoi. Voilà, déjà on quitte notre île avec tout ce qu'on laisse, la souffrance que ça nous procure. On arrive ici, qu'on découvre qu'on n'est pas français mais on est noir. Et quand on retourne là-bas, on dit non, vous n'êtes plus Martinique ou Guadeloupe, vous êtes maintenant négropolitain. On est perdu, on ne sait plus où on est, et ça crée des frustrations. Et beaucoup de jeunes n'osent même plus rentrer parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Moi, je sais pas, j'ai pas cette sensation. En fait, vous pouvez dire que je m'en fous aussi. Oui, aussi. Son engagement, Ludovic en a fait une carrière. Il travaille justement pour Article 1, une association qui promeut l'insertion des jeunes des quartiers populaires. Bonjour Anita. Ça va? Ce matin, il a rendez-vous avec Anita Kirpalani, qui s'occupe des partenariats de l'association. Qu'est-ce que tu avais amené là que tu voulais me montrer? Il y a un appel à projet qui s'appelle Martinique Innove. Ça, c'est très récent. Ça date de d'un mois à peine. Et pour justement permettre à des porteurs de projets de dynamiser l'île. Et toi, du coup, tu veux rentrer? Bien sûr, je vais rentrer. C'est ma volonté. Je pense que j'ai vraiment à cœur de revenir et de travailler sur le facteur, sur l'éducation, sur la santé et sur l'environnement, en utilisant le prisme du sport. Donc ouais, c'est vraiment mon objectif à moyen terme de rentrer et de développer l'île sur ces aspects, sur ces axes en tout cas. D'avoir ton expérience aussi. Donc, Aujourd'hui, Ludovic Edmond se rend à Marseille, dans le nouveau quartier d'affaires de la Joliette. Donc je vous donne une petite pastille à coller là, ça c'est pour les ateliers de tout à l'heure. Je vous donne un petit carnet. Le but c'est vraiment de se mélanger et de voir ce qui peut ressortir quand on a quelques outils pour apprendre à faire émerger des idées. Le jeune homme est envoyé par l'association Article 1 pour réunir des porteurs de projets, des entrepreneurs, des étudiants de toute la région. Au programme, des ateliers pour développer le sens de l'innovation de chacun. Là on tourne dans le sens d'une montre, Donc ils vont là. Non, dans le sens d'une montre. Donc ils vont aller là, eux ils vont aller de l'autre atelier tout à l'heure. Merci Marc-Antoine. Donc vous l'aurez compris, notre volonté c'est d'insuffler la culture de l'innovation et de la démocratiser. Les questions politiques qui traversent les Afro-Caribéens de France, la discrimination, la mémoire de l'esclavage sont désormais intégrées par la nouvelle génération. De la créativité et de l'innovation. Ludovic veut dépasser ces questions. Pour lui, seul l'avenir compte. Je pense que quand vous venez des îles, automatiquement vous êtes connecté à cette réalité.
de par la situation socio-économique, le contexte historique. Donc je pense que oui, j'ai été touché par ça, mais je me suis un peu libéré de ces chaînes mentales pour justement faire ce que j'ai envie de faire. Je sais, j'en suis conscient, il y a des difficultés, il y a des problèmes, mais voilà, mon esprit n'est pas focus sur les problèmes. Non, je crois que mon esprit est beaucoup plus focus sur la façon dont je vais arriver à atteindre tel objectif. Ludovic Edmond appartient à cette jeunesse qui a le monde pour terrain de jeu. Il continue son parcours de futur entrepreneur du monde du sport avec comme objectif de développer la Martinique. Je ne suis jamais installé, je suis mobile. Dans ma tête, je suis mobile. Donc, je n'ai pas pour ambition de faire des vieux os en France. A l'inverse, après une vie de cheminot, de militant syndical et d'élu, Lucien Charloton a réussi à imposer sa culture martiniquaise dans la ville de Chambly. Et pour lui, le retour dans les Antilles n'est plus un impératif. J'ai pensé de repartir, mais quand je suis allé là-bas, j'ai du mal à me réadapter facilement. Tony Mango, de son côté, se fait le chantre de cette langue et de cette histoire créole qu'il apporte aux jeunes Français venus des Antilles. Ils grandissent sur un territoire qui est leur territoire, parce qu'ils sont pour la plupart nés ici, mais leurs parents sont d'ailleurs, et ils savent bien qu'ils ont quelque chose de particulier à transmettre, à apprendre d'eux. Tout n'est qu'affaire de transmission, c'est-à-dire que de génération en génération, on donne ce que l'on a reçu. À Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy a fait de l'histoire complexe de la France et des Antilles une richesse qui l'a conduite à porter des valeurs universelles. À un moment où les choses sont crispées dans la société française, on a vécu 3 années très compliquées de questionnement sur l'identité. Je crois que les réflexions qui viennent des Outre-mer peuvent être utiles aussi. Si nous, à 8000 km de l'Hexagone, on est capable de se dire qu'on est français, de le sentir pleinement, c'est donc que la France a une histoire, un rayonnement qui lui permettent justement d'intégrer tous ces questionnements et de les dépasser. Hélène, Tony, Lucien, Ludovic. Aucun de ces 4 parcours n'a valeur de symbole de ces Français qui se sentent un lien familial, historique ou simplement de cœur avec les îles des Caraïbes. Mais pourtant, chacun d'entre eux, à sa manière, est porteur de ce frottement des cultures, fait de tension et d'attachement, d'un lien universel et d'une singularité qui se décline dans l'Hexagone, dans le cœur des Antillais de la 3e île.